Bonjour à tous, donc voici comme prévu les résultats des solutions du brevet des collèges 2023. Alors donc on attaque tout de suite le premier exercice qui est donc le suivant. Nous avions donc un tableau comme ceci avec l'énoncé qui est un opticien vend différents modèles de lunettes de soleil. Il reporte dans le tableau ci-dessous des informations sur 5 modèles vendus pendant l'année 2022. Bien, alors, on a donc ce tableau-là qui est fourni dans l'énoncé. Et alors, question petit 1, montrer que l'étendue des prix de ces paires de lunettes de soleil est de 85 €. Alors, il y a beaucoup de questions qui sont un petit peu cadeaux, dans la mesure où on vous donne la réponse et on vous demande de démontrer que c'est ça. Alors, c'est quoi l'étendue? En fait, c'est comme une étendue, hein, quand on est au bord de la plage, c'est-à-dire c'est le plus loin possible qu'on peut voir. L'étendue ici, ça va être tout simplement la différence de prix qu'il existe entre la paire la plus chère et la paire la moins chère. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune paire à 1 € et aucune paire à 12 000 €. Donc alors, cette opération, c'est l'étendue, c'est donc le plus cher moins le moins cher, ce qui nous fait donc 160 moins 75, 160 € pour les plus chers et 75 € pour les moins chers, ce qui nous fait donc une étendue de 85 €. Alors même en bidouillant, on pourrait trouver ce résultat. Bien. La question suivante. 2 petits a. Quelle formule doit-on saisir dans la cellule G2 pour calculer le nombre total de paires de lunettes de soleil vendues en 2022? Alors bien entendu, le nombre total de paires vendues en 2022, c'est le nombre de paires vendues, c'est donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Alors, bien, on n'est pas obligé de taper toutes les cellules une par une. Pour ceux qui n'ont pas suivi les formations Excel avec moi, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, on évite d'écrire le moins possible, on donne les numéros des cases. Alors, ici, là, on va écrire tout simplement le mot somme. Alors, on est obligé de mettre égal. Si vous ne savez pas égal, le tableur ne comprend pas que vous êtes en train de taper une formule. Donc, égal somme, là, on met la première case, c'est-à-dire B2, et 2 points jusque F2. Alors attention, parce que si vous tapez pas 2 points, mais point virgule, ça va juste additionner la case B2 et la case F2. Donc là, pour aller de là jusque là, c'est 2 points. Voilà, c'est une convention des tableurs. Voilà. Et on trouve bien sûr 3575. D'ailleurs, c'est la question suivante. Calculer le nombre total de paires de lunettes vendues en 2022. Donc c'est la somme de tous ces chiffres. Et ça fait 3575. Quand même, pour savoir, même si vous aviez les calculettes FX, Casio FX92, vous avez un petit tableur à intégrer. Donc, on aurait pu, enfin pour ceux qui ont pris des cours avec moi, on peut très bien reproduire le tableau et ça nous affiche directement le résultat, ce qui est quand même pas mal. Hein. Donc, il y a des petits raccourcis au clavier qui sont bien. Calculer le montant total en euros des ventes des paires de lunettes de soleil en 2022, c'est la question 3 petit a. Alors, le montant total, bien sûr, c'est le nombre de paires multiplié par le prix de chaque paire, plus pareil pour chaque catégorie. Donc en gros, ça va nous donner 1200 x 75, parce qu'il y a eu 1200 paires à 75 €, plus 950 paires à 100 €, etc., etc., etc. Ce qui nous donne 364 250 €. Ok? Bien. Alors maintenant, on va en déduire le prix moyen. Évidemment, vu que j'ai la totalité de ce qui rapporte, ce qui est rentré dans la caisse, on va le diviser par le nombre de paires vendues, c'est-à-dire le chiffre précédent. Alors comme par hasard, c'est toujours pareil, on a besoin des réponses des questions précédentes pour répondre aux questions. Donc, ce chiffre-là divisé par 3575 paires, ce qui nous fait une moyenne de 101,89 €. Attention, il nous précise bien, arrondi au centime près. Hein, donc, voilà ce que ça donne. Alors, ce chiffre-là, vu les prix, ça paraît possible. Hein, ça paraît possible. Je crois qu'on en a fini avec cet exercice-là. On va donc passer à l'exercice 2. Alors, l'exercice 2, c'était de la géométrie avec la figure suivante. D'accord? Alors, on nous dit BCDE est un rectangle, BCDE est un rectangle, BAE est un triangle rectangle en A, BAE est rectangle en A.
D'accord? La perpendiculaire à la droite CD, la perpendiculaire à la droite CD, passant par A, coupe sa droite en H. Les droites AE et CD se coupent en F. On sait également AB égale BC égale 4,2. On nous donne également EB égale EF et aussi égal à DC du coup. D'ailleurs, je vais pouvoir le préciser, est égal à 7. D'accord. Est égal à 7. Bien. Montrer que l'aire du rectangle BCDE est égal à 29,4 cm carré, bien sûr, parce que c'est une aire. Alors, ici, l'aire du triangle, du rectangle BCDE, alors la formule l'aire, bien sûr, c'est des centimètres carrés, donc il faut bien multiplier des centimètres par des centimètres, c'est comme les x, par des x au carré, on multiplie les x par les x. Donc ici, longueur fois largeur, c'est-à-dire BE multiplié par BC, autrement dit 7 fois 4,2, et on trouve bien les 29,4, l'aire du rectangle BCDE est bien égal à 29,4 cm². Faites des phrases qui entourent bien vos résultats, c'est mieux, ça fait pour les points de présentation. De petit a. De petit a, on est là, montrer que la longueur AE, est égale à 5,6. Alors, comment on va faire? Ici, on sait que cette longueur-là, elle fait 4,2, et on sait que cette longueur-là, elle fait 7. On nous le donnait dans l'énoncé. On va donc, bien sûr, vu que c'est un triangle rectangle, utiliser le théorème de Pythagore. Alors, pour ceux, pareil, qui ont fait des stages avec moi, c'est sans surprise, c'est obligatoire que ça tombe au brevet. Le théorème de Pythagore ou sa réciproque est pareil pour Thalès. Ça, c'est sûr et certain que ça tombe. Alors, ABE est rectangle en A, d'après le théorème de Pythagore. Et là, bien sûr, il y a toujours un piège, parce que le théorème de Pythagore, c'est que l'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux autres côtés au carré, et non pas le côté que je cherche au carré, quel qu'il soit, est égal à la somme des deux autres côtés au carré. Ça ne marchera pas, bien sûr. Sinon, on trouve que le côté va être plus grand que l'hypoténuse, qui nous pose un gros problème. Alors, du coup, on va avoir BE au carré, je sais, on le connaît, mais c'est quand même lui qui est au carré tout seul, est égal à BA au carré plus AE au carré. Je remplace ce que je peux par leur valeur, comme d'habitude. 7 au carré est égal à 4,2 au carré plus AE au carré. Donc, évidemment, si la somme de ces deux-là fait ça, en fait, il faut soustraire. On passe de l'autre côté, on change de signe, ça on en a beaucoup parlé aussi, je vous ai préparé au brevet. Donc ça nous fait bien sûr, évidemment, c'est comme l'addition au restaurant moins les entrées, ça va me donner le prix des plats, c'est pareil. Donc on fait 7 au carré moins 4,2 au carré égale AE au carré, attention, le carré ne disparaît pas. Ça, bien entendu, on le fait à la calculatrice, on trouve que AE est égal à 31,36, mais moi ce que je veux, c'est pas AE au carré, mais c'est AE tout court. Donc on a AE tout court est égal à racine carrée, c'est-à-dire que vous marquerez ici le carré disparaît au profit d'une racine carrée en face. Donc après c'est la calculatrice, je vous ai déjà expliqué, il y a la touche N, ce qui évite de répéter le chiffre, ce qui empêche les erreurs, et surtout quand le chiffre il est un petit peu compliqué. Et là on trouve 5,6, la question c'était montrer que AE est égal à 5,6 mètres, donc on est bon, forcément c'est obligatoirement la bonne réponse. Ensuite, calculer l'aire du triangle rectangle ABE. Alors, je vous rappelle un truc très simple. L'aire d'un triangle rectangle, c'est facile, parce que, regardez bien, mon triangle rectangle, ici, il fait 5, 6 et 4, 2. Si je multiplie 5, 6 par 4,2, je vais obtenir l'aire du rectangle qui est là, en fait. Donc, pour avoir l'aire de la moitié, il suffit de diviser par 2. Après. Donc, l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Et donc, on voit très bien dans un triangle rectangle à quel point ça marche bien. Alors, ici, l'aire de ABE, c'est AB. En fait, on multiplie les deux côtés de l'angle droit, on divise par 2, bien sûr. Donc, ça va être AB multiplié par AE divisé par 2, soit 4,6 fois 5,6 divisé par 2.
Donc c'est égal à 11,76. Donc voilà. Montrer que les droites ED et AH sont parallèles. Alors, c'est simple. En fait, si deux droites AH, cette droite-là, elle est donc perpendiculaire à CD. ED, elle est aussi perpendiculaire à CD puisque c'est un rectangle ici. Donc si les deux droites sont perpendiculaires à une troisième, elles sont forcément parallèles. C'est ce que j'ai écrit ici, et vous remarquerez, il n'y a pas un seul mot en fait. Ici, il y a la même droite, deux fois. Donc ça veut dire que ces deux-là, elles sont forcément parallèles. Voilà, ça, c'est un réflexe à choper. C'est pareil, j'ai étudié beaucoup avec vous. Alors, ensuite, petit b, calculer, ça c'est fait. Calculer la longueur AH. Alors bien entendu, on va avoir besoin de l'information précédente. Hein. D'après 3 petits a, la question précédente, ED et HA sont donc parallèles. De plus, on sait que AE et CD se coupent en F. Bah oui, c'est écrit noir sur blanc sur l'énoncé. Donc du coup, on va utiliser le théorème de Thalès, puisque les deux conditions sont réunies. Alors le théorème de Thalès, c'est donc tout simplement, pour moi, c'est pas un vrai théorème, c'est une proportionnalité, hein, c'est tout à fait logique que ça fonctionne. Donc alors, on a toujours, pour le théorème de Thalès, on a toujours un petit et un grand triangle. Alors le petit triangle ici, c'est EDF, et le grand, c'est FAH. Alors on a donc, je prends chaque côté du petit triangle par rapport à ce que j'appellerais son grand frère. Donc on a FE divisé par FA est égal à FD divisé par FH est égal à ED divisé par AH parce que les deux triangles sont non proportionnels. Alors bien entendu, à chaque fois, il y en a un des trois qui sert à rien parce que tout simplement, on n'a pas les mesures nécessaires. Alors du coup, on va pouvoir remplacer les autres par leurs valeurs puisqu'on les connaît. On va donc avoir 7 sur... Alors attention, cette longueur-là, c'est pas précisé dans l'énoncé, mais bien entendu, elle mesure 7 plus 5,6. Hein, je ne dirai jamais assez, c'est bien de mettre le maximum de mesures sur vos schémas. Hein, comme ça va vous aider à répondre. 7 divisé par 7 plus 5,6 est égal à, du coup, 4,2 divisé par AH. J'en déduis, bah là c'est tout simplement un produit en croix. À chaque fois qu'on a une fraction égale à une fraction, on fait fatalement un produit en croix. Donc on va avoir AH est égal à 4,2 fois 12,6 divisé par 7. Et on trouve que AH est égal à 7,58. Je crois que ce sont des mètres, si mes souvenirs sont bons. Oui, non, centimètres. Donc centimètres. Très bien. Alors ensuite, on va passer à la question suivante, à l'exercice suivant. Okay. Alors l'exercice suivant, il est un petit peu plus difficile. C'était... Non, c'était le QCM. Voilà, le QCM. Alors, le QCM, cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chaque question, 3 réponses A, B ou C sont proposées. Une seule réponse est exacte. Recopier sur la copie le numéro de la question et la réponse choisie. Alors là, attention, c'est très important, aucune justification n'est demandée. Alors, dans une classe de 25 élèves, 60% des élèves sont des filles. Alors. Voilà. Si. Alors. S'il y a 60% de filles sur 25 élèves, en fait, je répète, la méthode qui est simple, c'est que on va pouvoir le remplacer par le symbole de division, divisé, et 2, on va le remplacer tout simplement par le symbole fois, qui veut dire 2, c'est fois. Alors du coup, 60% de 25, on va l'écrire 60% de 25. Ce chiffre-là, il est forcément inférieur à 25, parce que comme je le multiplie par 60 et que je divise par 100, bah, au final, j'ai plus divisé que multiplié, c'est évident. Donc alors, 60 fois 25, 100, je le transforme en 25 fois 4, ce qui me permet de barrer les 4, bien entendu, sinon vous le faites à la calculatrice, hein, vous êtes sûr que c'est bon, et vous obtenez 15. Donc, il y a donc 15 filles dans la classe, c'était la réponse B. Réponse B. Ensuite, deuxième question. Quelle est la décomposition en produit de facteur premier de 126? Alors, comme j'ai expliqué à ceux qui ont fait des stages avec moi, il y a une touche magique sur votre calculatrice qui permet de décomposer en produit de facteur premier n'importe quel nombre. Si faire se peut, bien entendu. Ceci dit,
un produit, alors les facteurs premiers, c'est les nombres qu'on ne peut plus diviser. Comme par exemple 7, la seule chose qui fait 7 dans les tables de multiplication, c'est 7 fois 1. Donc 9, il n'est pas premier parce qu'il y a 3 fois 3 par exemple. Hein, mais 7 est premier. Alors, du coup, on peut, d'entrée de jeu, écarter la réponse numéro 1 parce que c'est 2 fois 9 fois 7 et 9 n'est pas premier. Deuxièmement, on peut écarter la réponse B parce que c'est des produits de facteurs premiers. Je vous rappelle qu'en mathématiques, produit, ça signifie multiplication. Or, dans la réponse numéro 2, il y a une addition. Donc ça ne peut pas être non plus la réponse B. Donc, sans se casser la tête, c'est forcément celle qui reste. Alors donc, sinon, vous utilisez la touche magique que je vous ai montrée sur vos calculatrices et vous obtenez directement la réponse C. Troisième question. Dans un sac, il y a 17 jetons rouges, 23 jaunes et 20 jetons bleus. Tous indiscernables au toucher. On tire au hasard un jeton du sac. Quelle est la probabilité d'obtenir un jeton rouge ou un jeton jaune? Alors, dans mon sac, il y a donc 17 rouges et 23 jaunes, ce qui me fait un total de 40 jetons parmi 60. Donc 40 sur 60, il suffit d'enlever les zéros et puis de taper 4 sur 6 par exemple sur vos calculatrices, parce que 4 sur 6, ça fait donc, si vous voulez, 2 fois 2 sur 3 fois 2, on barre les 2, il nous reste donc 2 tiers, et c'est donc la réponse A. Très, très bien. Alors, ensuite, question numéro 4. Sur l'octogone, oui, on ne voit pas bien l'écran. Sur l'octogone régulier ci-dessous, quelle est l'image du segment DC par la rotation de centre O qui transforme A en D? Alors, A en D, c'est-à-dire que c'est A va se retrouver donc ici. Donc A va être décalé de 1, 2, 3, 4, 5 vers la droite. Alors, du coup, l'image de DC. L'image de DC, c'est donc ce segment en rose ici. Si je décale le D de 4 ans vers la droite, 1, 2, 3, attends, c'était combien A en D, donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà, c'est ça. Donc D devient 1, 2, 3, 4, 5, il devient G, et C devient F, la réponse est donc GF. Ça ne peut pas être les autres, ça ne peut pas être GE, parce qu'au lieu de faire un écart de 1, il fait un écart de 2, ce qui n'est pas possible. Donc il y a toujours une réponse aberrante, en fait, sur les trois. Quel est le volume d'un pavé droit? Un pavé droit, c'est ça, je le rappelle. On dit aussi un parallélépipède rectangle. De hauteur, 1,5 m. De base rectangulaire, de 2 mètres de longueur sur 1,3 m de largeur. On rappelle que 1 mètre cube égale 1000 litres. Alors déjà, je fais le volume en mètres cubes, tout simplement. Donc je fais longueur fois largeur fois hauteur, ce qui va me donner des mètres par des mètres par des mètres, ça va donc me donner des mètres cubes. C'est le seul moyen d'avoir des mètres cubes, c'est de multiplier 3 fois des mètres. 2 fois 1,3 fois 1,5, donc 3,9 mètres. Je sais que 1 mètre cube fait 1000 litres, donc 3,9 mètres cubes me donne un volume V. V égale, je fais mon produit encore une fois, 3,9 fois 1000 divisé par 1 qu'on n'écrit pas tout simplement, et ça me fait bien mes 39 000 litres. 3900 litres, pardon. Donc réponse B, bien sûr. Très bien. Alors on va passer à l'exercice 4 qui est un petit peu plus technique. Nous avons, on veut fabriquer un escalier en bois de hauteur 272 cm. La figure ci-dessous représente une vue de profil de cet escalier. La hauteur d'une marche est de 17 cm. La profondeur d'une marche pour poser le pied mesure 27 cm. Montrez qu'il faut prévoir 16 marches pour construire cet escalier. Alors, en fait, on a le but, c'est d'arriver de 0 à 272 cm de hauteur. Donc là, ce qui va nous intéresser, bien entendu, c'est la hauteur de la marche. On va donc faire 272 divisé par 17, et ça nous fait exactement 16. Donc il faut bien 16 marches pour arriver en haut. Très bien. Ensuite, montrer que la longueur AB est égale à 432 cm. Alors la longueur AB, c'est cette longueur-là. On sait qu'il y a 16 marches, que chaque marche mesure 27 cm de long.
Il suffit donc de faire 27 fois 16 et je trouve bien mes 432 cm entre A et B, donc de longueur de l'escalier. Pour permettre une montée agréable, l'angle BAC doit être compris entre 25 et 40. Alors, pareil, hein, je vous ai rabâché avec ça. Dès qu'il y a des histoires d'angle, c'est plutôt de la trigonométrie hein, en général. Hein. Calculer la mesure de l'angle BAC, arrondir au degré près. Alors, l'angle BAC, alors BAC, on aurait pu prendre également cet angle-là, c'était pareil, hein, ça marchait aussi tout pareil. Alors, l'angle, on va donc utiliser la tangente puisqu'on a le côté opposé et le côté adjacent et on ne connaît pas l'hypoténuse. Donc, il ne reste plus qu'une seule formule possible qui est donc la tangente. Tangente BAC égale côté opposé sur côté adjacent. Donc, tangente BAC est bien égale à 272 sur 432. BAC est égal, donc, alors pour avoir l'angle, on va faire la tangente moins 1, encore une fois, on bascule de l'autre côté, on change de signe, hein, ça je vous ai déjà parlé, le signe contraire de tangente c'est arc-tangente. On pose ça directement à la calculatrice, on fait bien gaffe d'être en degrés, et on trouve que ça fait 32 degrés. L'escalier permet-il une montée agréable? 32 degrés, c'est bien compris entre 25 et 40, donc oui, absolument. Bien, alors maintenant. Alors en ce qui concerne le scratch, on a donc ici le script, hein, j'ai rajouté aléa pour une petite position, donc on a comme à l'écran. Donc bien entendu, ce qui va se passer, c'est qu'il faut répéter donc 16 fois, parce qu'il y a 16 marches. Donc ici, il faudra mettre 16, il fallait mettre 16. Et qu'est-ce qu'il faut répéter 16 fois? Je vous rappelle que les marches d'escalier, donc on va tourner à 90 degrés, donc dans le sens trigonométrique, puis avancer de 17 pas qui est la hauteur de la marche, puis de 90 degrés dans l'autre sens et avancer de 27 pas, ce qui nous donne donc le script. Voilà. Alors, voilà, ça donne ceci. Donc là, effectivement, on peut voir que ça constitue l'escalier. Alors, nous voici arrivés à l'exercice 5, avec donc un algorithme, hein, comme d'habitude, très classique. Alors, voici deux programmes de calcul. Le programme A, choisir un nombre, multiplier ce nombre par -2 et ajouter 5 au résultat. Programme B, choisir un nombre, soustraire 5 à ce nombre, multiplier le résultat par 3 et ajouter 11 au résultat. Alors, de toute façon, à chaque fois, on va vous demander, dans un premier temps, systématiquement avec une valeur en particulier, et après, de faire une généralité, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un programme plus simple en remplaçant directement par la valeur qui convient. Alors, montrer que si on choisit -3 comme nombre de départ, le résultat obtenu avec le programme A est 11. Alors ici, ce qu'on va faire, pour le programme A, on va donc choisir le nombre -3. Qu'est-ce qu'on y fait à ce nombre -3? On multiplie ce nombre par -2, ce qui me donne -3 multiplié par -2, ce qui nous fait +6. Ajouter 5 au résultat, donc 6 plus 5 égale 11. Donc effectivement, le résultat, eh bien 11, c'était la réponse à la question 1A. Pour la question 1B, quel résultat obtient-on avec le programme B si on choisit le nombre 5,5 comme nombre de départ? Alors on prend le nombre 5,5, qu'est-ce qu'on lui fait? Donc d'après le protocole ici, on enlève 5, ce qui nous fait 5,5 moins 5, donc 0,5. Et ce nombre-là, on multiplie le résultat par 3, ce qui nous donne 1,5. Et 1,5, on lui ajoute 11 parce que on obtient donc 12,5. Bien. Alors maintenant, question suivante. En désignant x par le nombre de départ, on obtient -2x plus 5 comme résultat avec le programme A. Montrez qu'avec le même nombre de départ, le résultat du programme B est égal à 3x moins 4. Alors, on prend le nombre de départ, x, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui soustrait 5, ce qui nous donne donc x moins 5. Ce x moins 5, on multiplie par 3, ce qui revient à faire 3 facteurs de x moins 5, hein, d'accord? Et on ajoute 11 au résultat, donc ça fait 3 facteurs de x moins 5. Je développe cette expression-là, ce qui me donne 3x moins 15 plus 11, mais ça fait bien mes 3x moins 4. Alors d'ailleurs, au passage, on peut très bien vérifier en remplaçant x par 5,5, si on obtient bien 12,5. Donc on fait 3 fois 5,5, ça fait 16,5.
16,5 moins 4, ça fait bien 12,5, donc il semblerait que ce soit quand même la bonne réponse. Très bien. Alors, ensuite, on a représenté ci-contre les fonctions f et g, définies par f de x est égal à moins 2x, f de x égale moins 2x plus 5, et g de x est égal à 3x moins 4. Alors là, bien entendu, ce sont des fonctions affines qu'on a fait toute l'année. Pour ceux qui ont suivi donc avec moi, associé en justifiant chaque droite à la fonction qui lui correspond. La première, moins 2x plus 5, son coefficient directeur, c'est bien entendu moins 2. Moins 2 est négatif, donc c'est forcément une droite qui est décroissante, il n'y en a qu'une sur les deux, il n'y a aucun doute, c'est la bleue. De plus, si je remplace x par 0, le résultat fait 5, comme on le voit très bien sur le schéma. Ça, c'est l'axe des x. Donc si je remplace x par 0, ça fait 5. Bien sûr, pour l'autre, c'est le contraire. F de x égale 3x moins 4, qui est donc forcément croissante, puisque 3 est un coefficient directeur positif, comme on le voit ici. Et voilà, en plus, c'est celle qui reste. Par lecture graphique, donner le plus précisément possible le nombre dont l'image est la même par la fonction f et la fonction g. Alors ce point, c'est bien sûr celui-ci, donc on peut lire, je l'ai appelé m, approximativement, les coordonnées de m, c'est 1,7, toujours l'axe horizontal en premier. Je rappelle que horizontal, ça avant vertical dans l'ordre alphabétique, et en deuxième, on voit bien que ça fait à peu près 1,5. Déterminé par le calcul le nombre de départ, donc x, pour lequel les programmes A et B donnent le même résultat. Je rappelle que le résultat, en fait, pour mes fonctions, c'est g de x et f de x. Il faut donc poser, et ça on l'a vu beaucoup dans nos révisions, f de x égale g de x, tout simplement. Alors là, on obtient, j'ai plus qu'à remplacer leur expression par leur valeur. On obtient 2x plus 5 est égal à 3x moins 4. Comme vous le savez, donc à chaque fois qu'on passe de l'autre côté du égal, on change de signe. Donc j'ai décidé de mettre les x à droite, comme ça je vais avoir des valeurs positives au final, ce qui sera plus simple. Donc le 5 il ne bouge pas, le moins 4 devient plus 4, le 3x ne bouge pas, le moins 2x devient donc plus 2x, ce qui me fait 9 égale 5x, ou alors 9 divisé par 5 égale x, bien entendu, parce que c'est le fois 5 qu'on envoie de l'autre côté, donc ça fait 9 sur 5 et non pas 5 sur 9, comme je vois assez souvent, ce qui me donne exactement la valeur 1,8. Pour connaître le y qui correspond, je vais tout simplement remplacer x par 9 cinquièmes ou 1,8 dans n'importe laquelle des deux expressions, puisque je suis censé trouver le même chiffre. Je remplace x par 9 cinquièmes, j'ai choisi f de x, ça me fait donc moins 2 multiplié par 9 cinquièmes plus 5, ce qui me donne moins 18 cinquièmes plus 5. Moins 18 cinquièmes, là je rappelle que 5 c'est 5 sur 1, donc je vais tout simplement multiplier par 5 en haut et en bas, ce qui me donne moins 18 cinquièmes plus 25 sur 5, évidemment la réponse est en cinquième, et ça fait moins 18 plus 25 est égal à 7 cinquièmes, ce qui me donne les coordonnées exactes du point d'intersection, parce que la réponse c'est en fait le point d'intersection du graphique, 9 cinquièmes et 7 cinquièmes, ou si vous préférez, 1,8 et 1,4. Voilà. Et bien, écoutez, la correction de ce brevet des collèges est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez eu, que vous avez des bonnes notes et que vous mettrez des commentaires sympas sur Google. Je vous en prie et puis à très bientôt, j'espère. Salut!